Faire en sorte que le monstre soit joli. Point 64. Après l'épisode californien vers 20 ans, il m'a fallu une année pour me reconstruire. Je n'arrivais ni à étudier, ni à exercer un emploi à temps plein. Je m'entraînais à muscler mon mental avec Eugène. Lisais des tas de livres sur ma maladie, de vrais livres, dénichés comme je pouvais, pas sur un moteur de recherche. Et j'étais serveuse. Être serveuse est un bon métier dans ces circonstances. C'est dynamique et distrayant. Les heures passent sans qu'on pense à soi. Et on peut fuir au besoin. On pose poliment le café et on fonce prendre la commande suivante avant que le malaise n'effraie tout le monde. À cette époque, un homme à qui je servais le café m'avait donné un livre sur les tocs. Je lui avais demandé ce qu'était l'irritation rouge sur ses mains, et il m'avait expliqué qu'il passait sa vie à se laver compulsivement les mains. Je ne suis pas du genre à cacher mes problèmes quand on me pose des questions, en particulier si on se confie à moi. J'ai dû lui dire que je savais de quoi il parlait, et il m'a apporté le livre le lendemain. Le livre s'intitulait littéralement « 9, 10 et on recommence ». Je me souviens l'avoir pointé du doigt. Oh mon Dieu! Compter les choses est un truc que font aussi d'autres gens. De même que recompter sans cesse. Je me rappelle avoir lu que beaucoup de personnes souffrant de TOC comptaient les choses par 3, 4 ou 5. Nikola Tesla, le pionnier de la distribution d'électricité, comptait par série de 3. Il faisait 3 fois le tour du pâté de maison avant d'entrer dans un bâtiment et se lavait les mains 3 fois. Moi aussi, je me lavais les mains 3 fois. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et ainsi de suite. 21 fois, ou 96 fois, ou plus, sauf si j'entrais dans une phase de 4. Je me demande maintenant s'il y a un rapport avec le tempo musical naturel, ce qui expliquerait l'effet apparemment apaisant de ce comptage sur les gens comme moi. Enfin bref. Le livre m'a fourni quelques autres informations. Les TOC existent dans la même proportion partout dans le monde. Ils touchent 1,2% de la population, y compris au fin fond du désert de Kalahari. De plus, et d'autres sources ont confirmé cette idée depuis, loin d'être ostracisés, dans les civilisations anciennes, les gens atteints de TOC occupaient des positions sociales dominantes. Leur attention excessive vis-à-vis de la sécurité et de l'hygiène, et tous les autres symptômes de TOC tournent autour de ces deux thèmes, sous des formes variées et pas toujours logiques, et était jadis un atout. Selon une certaine théorie, les chamans souffraient vraisemblablement de TOC. Cette idée m'a plu. Il y a une vingtaine d'années est sorti un documentaire sur le travail de Dian Fossey, qui a suivi un groupe de chimpanzés pendant plusieurs années. Ce travail est très souvent cité par les personnes qui s'intéressent au rôle de la maladie mentale dans les sociétés. L'idée générale est que, dans tous les groupes de chimpanzés, il y a toujours une petite proportion d'animaux anxieux ou dépressifs qui ont tendance à se tenir à l'écart et sont souvent désengagés socialement. Dian Fossey a décidé de les retirer du groupe pour voir ce qui se passerait. 6 mois plus tard, le groupe entier était mort. On suggère dans le documentaire que les sujets anxieux étaient essentiels à la survie du groupe. Ils vivaient à la marge, dormaient sur les arbres les plus éloignés, à la frontière du groupe. Comme ils étaient hypersensibles et vigilants, le moindre bruit les effrayait et les dérangeait, si bien qu'ils restaient éveillés la majeure partie de la nuit. Nous appelons cela de l'anxiété, mais à l'époque où nous vivions dans les arbres, les anxieux constituaient un système d'alarme efficace. Ils étaient les premiers à crier « Attention, danger !» Dans Folie de premier ordre, Nassir Gaimi avance qu'en temps de crise, les meilleurs dirigeants de l'histoire
ont été des anxieux. Quand le monde est en plein tumulte, les leaders malades psychologiquement sont les plus efficaces, écrit-il. C'est audacieux, mais il poursuit. Dans la tempête d'une crise, une parfaite santé mentale peut nous égarer, alors qu'un peu de démence nous amène à bon port. Les meilleurs guides en temps de crise sont soit malades, soit anormaux sur le plan psychologique. Il fait référence à Winston Churchill, Abraham Lincoln, Martin Luther King et Gandhi. Les pires sont psychologiquement sains. Il affirme que des hommes éminemment sains tels que Neville, Chamberlain et George Bush ont fait de piètres dirigeants. Une vie entière dépourvue du tourment cyclique des troubles de l'humeur les aurait, selon lui, mal outillés pour endurer les situations désespérées. Après la crise économique de 2008, certains commentateurs ont même suggéré que cette dernière était essentiellement le fait de politiciens et de financiers soit stupides, soit pas suffisamment anxieux, soit les deux. Je suis absolument persuadée qu'il vaut mieux considérer que l'anxiété a un méta-objectif, une raison d'être au-delà de la torture arbitraire de nos petites âmes. La souffrance s'atténue quand elle a un sens, nous le savons. Si ce n'était pas le cas, les femmes n'accoucheraient pas et les hommes ne feraient pas la guerre. Pour les anxieux, c'est peut-être amplifié par le fait que nous sommes tendanciellement du type très A, des enfants qui recherchent un sens et qui trouvent insupportable l'inutilité apparemment dévorante, cruellement paradoxale et palpable de l'anxiété. À la même période, quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai également lu Prozac Nation d'Elisabeth Wurtzel qui a marqué une époque. Voici ce qu'elle dit en évoquant sa dépression. C'est tout ce que je désire dans la vie, que cette souffrance ait l'air d'avoir un sens. Point 65. Pour reprendre les mots de Nietzsche, celui qui a un pourquoi qui le fait vivre peut supporter presque n'importe quel comment. Aujourd'hui, notre pourquoi pourrait être simplement la tâche essentielle consistant à crier « Attention, attention, nous vivons n'importe quoi ». Nous, les hyperstressés, sommes le détachement d'avant-garde qui signale aux troupes que le consumérisme meurtrit notre cœur et que les toxines que nous avons ingurgitées par le biais de Big Pharma et de Bigfoot nous engraissent et nous rendent malades, et que... Attendez les gars, il n'y a aucune fin triomphante à cette course démente et effrénée. Alors, nous pourrions peut-être, comment dire, nous retirer de la course? C'est nous, les hyperstressés, qui devenons professeurs de méditation, activistes et râleurs en ligne. Dans un post, Glennon Doyle Melton, autrice à succès et ancienne toxicomane, explique qu'elle est sortie du monde de la drogue en entrant dans des mondes qui offraient du sens. Certes, j'ai des maladies, dit-elle, anxiété, dépression, addiction, et elles ont failli me tuer. Mais elles sont aussi mes super pouvoirs. Je suis le canari de la mine, et vous avez besoin de ma sensibilité parce que je sens les toxines qui sont dans l'air et que vous ne pouvez pas sentir. Je vois les problèmes que vous ne voyez pas et ressens le danger que vous ne ressentez pas. Ma sensibilité pourrait tous nous sauver. Alors au lieu de me laisser sombrer en silence et mourir, pourquoi ne pas unir nos forces pour éliminer le poison qui est dans l'air? Je dis souvent la même chose, à savoir que nous sommes les canaris de la mine, rapporteurs de la situation. Glennon ajoute ceci: aidez-nous à gérer notre feu, certes, mais n'essayez pas de nous éteindre.
Observez les inquiets pour mieux vous connaître. Puis-je vous suggérer un service à vous rendre à vous-même? Fouillez un peu. Faites des recherches sur Google. Trouvez de l'intérêt à la saveur particulière de votre anxiété. Lisez les grands esprits qui ont apporté de grandes choses alors qu'ils étaient anxieux. Ils sont nombreux et la corrélation entre la contribution artistique, politique, économique et l'anxiété est bien documentée. Les poètes, par exemple, ont 30 fois plus de chances de souffrir de troubles bipolaires que les autres. Une étude de 2012 publiée dans les frontières de l'évolution des neurosciences a montré que les personnes anxieuses avaient, en général, un QI supérieur. Selon une autre étude datant de la même année, portant sur 1,2 million de patients et leurs familles, le trouble bipolaire est plus répandu chez les personnes ayant un métier artistique comme les danseurs, les photographes et les écrivains. Idem chez les scientifiques. Étudier simplement les grands esprits et les grands créatifs peut nous aider à trouver notre pourquoi. Le philosophe politique John Stuart Mill, par exemple, a fait à l'âge de 20 ans une grosse dépression qui a duré 18 mois. Mais il a entrevu un petit ray de lumière quand il a commencé à potasser des historiens français et à lire la poésie de Wordsworth. Cela lui a permis d'être plus en phase avec ses émotions et de mieux se connecter à sa vie émotionnelle intérieure. C'est ce qui a atténué son anxiété. Vous pouvez prendre l'exemple ci-dessous comme point de départ pour vos recherches personnelles qui vous permettront de mieux vous connaître. Le philosophe roumain Émile Cioran, insomniaque, sentait que la grandeur de l'humanité revenait à ceux qui ne dormaient pas. J'ai lu sur le blog de l'école de la vie que c'était dans ces moments étranges, déconnectés du reste du monde, que sa créativité singulière se développait, jusqu'à le pousser à déclarer « Quelle idée riche ou étrange a-t-elle été jamais l'œuvre d'un dormeur ?» Il y a aussi les phobies de la poétesse Emily Dickinson, qui l'ont confinée chez elle à partir de 40 ans, ce qui lui a, par ailleurs, laissé pas mal de temps et d'espace pour écrire sans être dérangé. Idem pour Charles Darwin, qui n'est pas sorti de chez lui pendant des décennies. Je suis le blog de la joueuse de volley-ball Maria Popova, Brain Beaking, vous devriez le suivre aussi, et il m'a alerté sur ce que l'écrivaine américaine Anaïs Nin, célèbre anxieuse, avait écrit dans son journal sur l'importance de laisser sa démesure déborder à sa guise. Une chose naît toujours de l'excès. Le grand art est né de grandes terreurs, de grandes solitudes, de grandes inhibitions, d'instabilité, et il les équilibre toujours, dit-elle. Dans son célèbre livre, littéralement Esprit de sage, Daniel Smith décrit le soulagement sensible qu'il a éprouvé quand il a pris conscience que son anxiété constituait un élément nécessaire et important de l'art juif. Être anxieux n'était pas honteux, c'était une haute vocation. C'était être plus réceptif que les autres à la vraie nature des choses. C'était être la personne qui voit avec un regard plus aiguisé et ressent avec une peau plus réactive, a-t-il dit. Dans Marcher, une philosophie, Frédéric Gros cite l'idée particulièrement sombre de ce randonneur fou qu'était Nietzsche. Aux êtres humains pour qui j'ai quelques intérêts, je souhaite souffrance, désolation, maladie, mauvais traitement, indignité. Je souhaite que le profond mépris de soi, la torture de la méfiance de soi, la misère des vaincus ne leur demeurent pas inconnus. Je n'ai aucune pitié pour eux,
parce que je leur souhaite la seule chose qui puisse aujourd'hui prouver la valeur de quelqu'un, à savoir ce qu'il endure, a-t-il dit. Bonus, petite liste de lecture pour mieux se connaître soi-même, absolument pas exhaustive. Le diable intérieur d'Andrew Salomon, Rester en vie de Matt Haig, Anxiété, l'esprit d'ouverture de Scott Stossel, La cloche de détresse de Sylvia Plath, De l'exaltation à la dépression de Kay Redfield Jamison, Le livre du désir de Leonard Cohen. Point 66. Le trouble bipolaire a, lui aussi, un méta-objectif selon certains théoriciens de l'évolution. J'ai lu de nombreux travaux d'anthropologues qui font remarquer que la psychose maniaco-dépressive est une excentricité génétique qui touche 1% de la population, où que ce soit dans le monde, et qu'il y a certainement une raison à cela. Dans Forte imagination, folie, créativité et nature humaine, Daniel Nettle affirme que la maniaco-dépression est essentielle au génome humain. Ceux qui ont des humeurs exacerbées sont prédisposés à bâtir des mondes possibles, ainsi qu'à prendre des risques et à tester leurs limites. Il explique que, dans le passé, les maniaco-dépressifs étaient un moteur pour les humains en raison de leur profonde perspicacité et de leur élan créatif, qu'ils renforçaient le patrimoine génétique en étant ceux qui osaient s'aventurer, loin des communautés insulaires, sur des territoires inconnus. Quand ils revenaient, ils rapportaient de nouvelles compétences utiles au progrès et à la survie. Daniel Nettle souligne que les comportements bipolaires sont respectés, voire vénérés dans certaines cultures. Dans les cultures inuites et sibériennes, par exemple, ceux que notre culture considère comme fous sont proclamés guérisseurs et guides spirituels. Bien sûr, mieux vaut ne pas se montrer trop arrogant sur le sujet. Déclarer à mon entourage, convaincu que j'étais bipolaire, que je n'avais aucun problème, mais que j'étais l'une des rares sages élus du genre humain, aurait desservi ma cause. Point 67. L'année où j'ai été serveuse. J'ai également lu De l'exaltation à la dépression de la psychologue Kay Redfield Jamison, livre dans lequel elle raconte sa bataille avec le trouble bipolaire. Un passage m'a sauté aux yeux. Les Chinois, écrit-elle, pensent qu'avant de vaincre un monstre, il faut faire en sorte qu'il soit joli. Le proverbe chinois emploie l'impératif. Je préfère le formuler comme une invitation en douceur. Faisons en sorte que notre monstre soit joli. Je crois du plus profond de mon cœur que le seul fait de comprendre le méta-objectif de l'anxiété aide à la rendre jolie. Les choses utiles, créatives, audacieuses, riches et profondes sont toujours belles. Dans De l'exaltation à la dépression, Jamison se rallie à l'idée que la solution est l'acceptation plutôt que la transformation, ce qui la place à la tête de la deuxième vague de la psychologie positive avec une bonne quinzaine d'années d'avance. Je rapporte l'extrait suivant parce qu'il est audacieux et authentique et qu'il a eu un impact considérable sur ma propre voix. Voici l'extrait. Il y a longtemps que j'ai renoncé à l'idée d'une vie sans tempête et d'un monde sans sécheresse destructrice. La vie est trop compliquée, trop changeante pour être autre chose que ce qu'elle est. Et je suis par nature trop versatile pour ne pas être profondément méfiante
à l'égard du caractère contre-nature des tentatives, quelles qu'elles soient, d'exercer un trop grand contrôle sur des forces par essence incontrôlables. Il y aura toujours des éléments accélérateurs, perturbateurs, et ils seront là jusqu'à ce qu'on retire la montre de son poignet. À la fin de la journée, les moments particuliers d'agitation, de désolation, de forte conviction et d'enthousiasme fou qui façonnent la vie d'une personne changent la nature et la direction de son travail et donnent la signification et la couleur finale à ses amours et à ses amitiés. Jamison ne se contente pas d'accepter avec résignation son esprit exalté. En acceptant les tempêtes et les complications de ces moments particuliers, elle est à même de trouver un sens à sa vie. Son monstre devient joli. À l'époque où je lisais son livre, je me battais contre mon propre diagnostic de trouble bipolaire. Mais ce passage m'a dit quelque chose comme « ce n'est pas si grave ». Les tempêtes, les désolations, la folie comptent pour quelque chose. L'agitation va mener à quelque chose. Ces moments particuliers, ces expressions particulières comptent. Depuis, je continue à explorer ce thème et j'ai découvert que ces moments particuliers pouvaient me faire sentir soit terriblement seule et perturbée, soit unique et un peu spéciale. On peut choisir de les regarder avec compassion et un étonnement amusé, de les trouver mignons et beaux. J'essaye de le faire, tout en veillant à ne pas perdre la connexion avec mon humilité. Certains de mes moments particuliers, vous savez, pour amorcer la réflexion. Ne vous sentez surtout pas obligé de trouver ces moments particuliers mignons. J'ai moi-même du mal à le faire dans bien des cas. Mais voyez s'ils peuvent allumer une étincelle de réflexion amusée sur votre agitation ou votre triste manie. Je prends une douche ou un bain avant d'aller me coucher, systématiquement, mais vous le savez déjà. Je modifie plusieurs fois les dates des dîners entre amis. Si j'hésite, cela peut devenir un calvaire qui dure des jours et des jours, le temps que je trouve le lieu qui convienne à tout le monde. Je change aussi le plan de table, au moins une fois, en général, principalement pour éviter les courants d'air et les convives parfumés. Il faut que j'aille aux toilettes 3 ou 4 fois avant d'aller me coucher. Par série de 3 ou 4. Je vous ai dit que j'avais beaucoup travaillé sur mes tocs quand j'avais une vingtaine d'années avec Eugène. Mais je vis encore avec des vestiges tenaces qui sont liés à ma peur de ne pas dormir. J'accepte ce résultat imparfait. Je le considère comme un petit bout de tissu cicatriciel résiduel. Je fais constamment des recherches, surtout. Quand j'ai acheté ma dernière voiture, après 5 années sans véhicule, j'ai frénétiquement cherché l'option la plus écologique de la planète. J'ai comparé les bilans carbone à la fois de la fabrication et de l'utilisation, des différentes conduites et de toutes sortes d'autres critères environnementaux possibles. Mon excès de zèle m'a permis de démasquer une erreur dans les algorithmes du guide australien de la voiture écologique que j'ai promptement signalé aux responsables du ministère concerné, qui, tout aussi promptement, m'a rappelé en convenant que j'avais effectivement raison et qu'ils allaient corriger l'erreur dans les plus brefs délais. J'ai mis 3 ans à acheter mon premier canapé, mais soyez rassurés, c'est évidemment le canapé le plus fonctionnel, le moins polluant, le plus écologique de la planète. Vous trouverez peut-être intéressant de savoir qu'il en a fallu 8 à Steve Jobs pour acheter le sien. Sa femme Lorraine explique qu'ils ont débattu de la conception et des principes philosophiques des canapés pendant près d'une décennie. Nous avons passé beaucoup de temps à nous demander quelle est la raison d'être d'un canapé. Oui, moi aussi. De temps en temps, il faut que je fasse des choses dangereuses, imprudentes. J'appelle cela poser une bombe sous la situation. Quand quelqu'un perd un objet, il faut que je le retrouve.
quitte à fouiller toutes les poubelles et à ratisser toutes les plages. Parfois 2 semaines plus tard, je visualise l'endroit où il est, la nuit, sous la douche ou en rentrant d'un dîner. Bam! Je ne peux pas rester au même endroit plus de 6 mois. Mes affaires sont au garde-meubles depuis 7 ans maintenant. Je pourrais considérer cela comme un problème, et mon attachement à cette idée comme un vilain orgueil. Mais c'est aussi ce que je suis. Et pour terminer, je continue à grimper aux arbres à 43 ans. Point 68. J'ai fait une intervention il n'y a pas longtemps lors d'un salon littéraire. C'était un discours sur les moyens de transformer une passion en métier. À la fin, la première question qu'on m'a posée dans le public provenait d'une femme d'une quarantaine d'années, penchée sur le bloc-notes posé sur ses genoux. Elle était à moitié levée, dans son impatience de faire entendre sa question. Sur votre blog personnel, vous avez beaucoup parlé de votre anxiété. Je ne comprends pas comment vous parvenez à faire autant de choses, à diriger une entreprise, à donner des conférences et à parler en public comme vous êtes en train de le faire, alors que vous souffrez d'anxiété. Elle a marqué une pause et s'est assise à contre-cœur. Comment faites-vous? Je connaissais la réponse. Je lui ai répondu que, rétrospectivement, je voyais que les grandes étapes de ma carrière avaient été déterminées par mon anxiété. Elle me guide. C'est mon système de signalisation interne qui me dit « avance » ou « arrête-toi ». Quand je sens que ma gorge se serre, ce fameux « aïe », je sais que quelque chose ne me convient pas. « Stop !» hurle-t-il. C'est en ce sens que mon implacable anxiété, ainsi que la conscience que j'ai d'elle, m'aident à prendre les grandes décisions de ma vie. Je pense que l'anxiété nous pousse, que c'est pour cette raison qu'elle existe. Elle nous aide à nous lancer. Même si nous sommes paralysés par la peur, elle rend les conditions tellement insupportables que nous rebondissons dans une autre direction, enfin. C'est ce qui s'est passé dans mon travail de co-animatrice de la première série d'émissions MasterChef Australia en 2009. Cette fois-là, mon anxiété ne m'a pas hurlé à l'oreille, elle a plutôt explosé. Pendant les 8 mois de tournage, j'ai eu la gorge serrée, tant l'anxiété m'étouffait. J'ai été éprouvée par le rôle, menottée par les limites que la télévision australienne imposait aux femmes. Je bouillais de frustration et d'ennui. Tout cela s'est accumulé peu à peu et j'ai cessé de dormir. Avec des poches sous les yeux et des kilos pris à force de manger des sucreries sur le plateau, je me suis désintégrée devant l'audience record de la première saison. Un jour, le jour où nous filmions la grande finale, qui porte bien son nom, j'ai explosé. J'étais dans le conteneur maritime qui servait de loge et que je partageais avec 3 invités hommes. Transformée de force, là encore le mot est bien choisi, en Jessica Rabbit, dans une robe corsetée qui accentuait le volume de ma poitrine dopée aux sucreries. Avez-vous vu la finale? Vous l'avez sans doute regardée sur l'écran géant de votre salon. Ma poitrine entrait sur le plateau. J'arrivais quelques instants plus tard. Cela vous dit quelque chose? Les producteurs sont venus dans la loge pour donner une autre série d'instructions éprouvantes qui allaient me réduire à une tête vide qui parle. J'ai rétorqué qu'ils nous poussaient trop loin. Moi, mais aussi d'autres, qui se sentaient également privés de sommeil et confinés. J'ai l'impression d'être un ballet avec une perruque, dans une robe ridicule. Vous appuyez sur un bouton et je déblatère vos répliques débiles. Puis, je me revois ralenti. J'ai donné un coup de poing dans la paroi métallique du conteneur. Je me suis cassé 2 phalanges. On m'a envoyé les grands patrons pour me ramener au calme. Je suis sorti du plateau et suis allé voir Tim, mon prof de méditation. J'étais honteuse. Jamais je ne m'étais comportée de cette façon dans ma vie. Tim a éclaté de rire. « Parfait, a-t-il dit.
Tu as percé l'abcès, tel un volcan qui a ouvert la soupape de sécurité. Voyons ce qui va en ressortir. » Le lendemain, j'avais l'esprit clair et déterminé. J'ai démissionné, me retirant des futures saisons. Je suis allé vivre dans le cabanon, dans la forêt, et j'ai créé ma propre entreprise. L'anxiété est aussi l'eau qui alimente mon moulin. Une piste de saut en hauteur texturée, praticable par tous les temps, dont la surface est idéale pour mes sauts les plus hauts. Mon anxiété active mes muscles, mon feu, mon combat. C'est aussi grâce à elle que je me sens concerné par les choses. Si je me fichais que l'industrie agroalimentaire nous mène à la catastrophe, si je me fichais que le gaspillage alimentaire tue la planète, et si je n'avais pas fait des recherches approfondies sur ces sujets, je n'aurais pas eu la motivation de travailler 17 heures par jour pour respecter des échéances éditoriales et professionnelles. Si je ne m'étais pas levé à 4 heures, pratiquement tous les matins, quand je montais mon entreprise et écrivais mes premiers livres, je n'aurais jamais apporté le résultat chez l'imprimeur. Je suis sérieuse. Ces réveils à 4 heures du matin m'ont parfois permis de peaufiner les choses. Et si je n'angoissais pas jusqu'à ce que tout soit parfait, aussi parfait que possible, mes livres ne seraient pas vendus. Le public sent quand on apporte de l'attention aux choses et quand on ne le fait pas. De ce point de vue, les réseaux sociaux sont fabuleux. Il n'y a aucun moyen de dissimuler l'inauthenticité. Les abonnés se détournent tout simplement de vous quand ils sentent que les posts sont rédigés de façon mécanique, sans passion ou par des personnes tierces. De plus, si l'anxiété ne m'avait jamais fait plonger dans les ténèbres, je ne serais pas capable de prendre des risques sur le plan créatif. Le fait d'avoir tout perdu à plusieurs reprises dans ma vie, à cause de l'anxiété et des maladies qui lui sont liées, signifie que je m'attache peu aux résultats matériels. Je me fiche complètement de l'argent. Je ne trouve pas le temps de le dépenser. Pour être franche, en avoir m'angoisse. Si bien que, quand je me suis trouvée face à des choix importants dans ma carrière, j'ai pu prendre le chemin le plus authentique et le moins conventionnel, sans être déconcentrée par des considérations financières. J'ai pu reconstruire et redéfinir ma vie plusieurs fois parce que je n'avais rien à perdre. Et je dois reconnaître que mes crises maniaques, auxquelles il m'arrive encore d'être confrontée, m'ont permis d'écrire certains de mes posts les plus intimes, les plus connectés, souvent tard dans la nuit, et à travers des larmes de joie. Ma frénésie, quand j'arrivais à la dompter un peu, m'a permis de me connecter, ce qui a toujours été le fondement de mon modèle économique. J'explique à la femme au bloc-notes de la conférence que certes, j'ai parfois du mal à m'arrêter et à garder la maîtrise des choses, mais tel est le défi que j'ai à relever, celui d'utiliser le feu de l'anxiété pour démarrer les choses, puis d'être capable de le maîtriser pour les inscrire dans la durée. Je poursuis. Vous connaissez la chanson de Lupe Fiasco, dans laquelle il pose le pied, pousse et glisse sur son skate, et ça roule tout seul. Et il se sent bien. C'est ce que je fais. Je pose le pied, je pousse, puis je veille à ce que cela roule. C'est ce qui est bien plus amusant que tenter de combattre l'anxiété. Point 69. Cela dit, il ne faut pas idéaliser les choses outre mesure. John Green, l'auteur de Nos étoiles contraires, s'est récemment élevé au cours d'une conférence contre l'idée que nous devrions tous laisser libre cours à l'anxiété, en arrêtant les médicaments qui tempèrent nos maladies, pour accéder au génie. Il cite en exemple la protagoniste de la série Homelaid, Carrie, interprétée par Claire Danes, qui arrête de prendre ses médicaments pour pouvoir découvrir l'identité des terroristes et sauver l'Amérique. De toute évidence, elle avait besoin de sa folie pour le faire. John Green
a raconté qu'il avait vécu la même chose l'année précédente. Il n'avait pas écrit de livre depuis longtemps et mettait cela sur le compte de son traitement médical. Il décida d'y mettre fin, persuadé que cela l'aiderait à écrire. En vain, pendant toute cette période, il n'a rien produit d'intéressant. En fin de compte, raconte-t-il, il a préféré gérer son problème chronique, le traiter plutôt que de l'idéaliser pour produire sa plus belle œuvre. Glennon Doyle Melton, écrivaine américaine, a un point de vue légèrement différent. Elle arrête régulièrement ses antidépresseurs parce qu'elle a besoin du désespoir de la dépression pour alimenter sa créativité. Car, explique-t-elle, les médicaments lui font perdre le sentiment qu'elle mourra si elle n'écrit pas. C'est ce que je ressens quand je suis déprimée. Je perds ma joie et ne vois plus le sens des choses. Alors je me sers de la page blanche pour créer du sens et de la joie, pour les retrouver. Je suis prête à tout pour redonner du sens aux choses. Et c'est ce désespoir, je le crains, qui me permet d'être une bonne écrivaine. La frontière est tenue. À partir de quand le respect de notre sensibilité accrue et de notre créativité devient-il problématique, voire dangereux? Je n'ai pas vraiment de réponse. Moi aussi, je flirte avec les limites de la créativité et de l'agitation. J'ai basculé aussi, mais je considère qu'il est de ma responsabilité de rester consciente de ce poids critique et sensible à partir duquel mieux vaut que je me calme, en prenant mon traitement, en me faisant aider ou en me reposant. C'est un peu comme un parent qui doit savoir à quel moment calmer son tout petit déchaîné qui fait l'intéressant devant les invités de façon plutôt gênante, mais créative et expressive, avant que cela ne finisse dans les larmes. Point 70. Juste une petite pensée. J'ai appris qu'au niveau biologique, l'anxiété était très similaire à l'excitation. L'une comme l'autre font battre mon cœur plus vite, palpiter mon ventre et font monter en moi une vague de « Oh, ça, maman, c'est du sérieux !» Vous savez ce que je fais maintenant. Quand c'est possible, je choisis d'interpréter mon anxiété comme de l'excitation. Au bord du précipice, sur le point de sauter dans la nouveauté, je suis souvent anxieuse. Or, si je fais une pause et réfléchis, je me rends compte que ce que je ressens pourrait tout aussi bien être de l'excitation. Et alors, ça devient super marrant. Depuis la première ébauche de ce livre, j'ai appris que cette façon de procéder portait un nom, la réévaluation cognitive. En 2013, des chercheurs de l'université de Harvard ont découvert que le simple fait de dire à haute voix « je suis excité » permettait de considérer l'anxiété comme de l'excitation, ce qui, par ailleurs, améliorait les performances lors des activités générant de l'anxiété. Dans une autre étude, publiée l'an dernier, on a demandé à des personnes d'établir la liste de tous les objectifs contradictoires qu'ils avaient, par exemple, s'entraîner pour un marathon et terminer un projet ambitieux. Certains d'entre eux devaient lire à haute voix « Je suis excité » 3 fois, tandis que les autres prononçaient simplement leur nom. Les premiers ont eu la sensation de disposer de plus de temps pour atteindre leur objectif. Un jour, Tiger Woods a déclaré « Le jour où je ne serai pas nerveux, j'arrêterai. Pour moi, le stress est positif. Il signifie que les choses vous tiennent à cœur. » Bien vu. Bill Russell, l'un des plus grands joueurs de basket de l'histoire, a vomi d'anxiété avant chacun de ses 1128 matchs. Pour ses coéquipiers, c'était bon signe, il était au taquet. Mais il y a aussi beaucoup de héros du sport, ainsi que des héros de guerre, des leaders politiques et des artistes qui font référence à des moments où leur anxiété les a fait craquer. Le golfeur Greg Norman a ainsi perdu un gros avantage et a fini en larmes dans les bras de son adversaire. Thomas Jefferson et Gandhi souffraient tous deux d'anxiété sociale.
Barbara Streisand a craqué pendant 27 ans, incapable de se produire en public. La chanteuse Carly Simon s'enfonçait des punaises dans la peau avant de monter sur scène pour détourner son attention de son anxiété. Adèle a un trac fou et souffre de crises de panique. Elle s'est créée un alter ego et limite ses tournées. Elle dit avoir peur du public et avoir emprunté un jour les sorties de secours pour échapper à des fans. Dans un autre concert, elle a éclaboussé de vomi un malheureux spectateur. L'actrice Emma Stone explique que, curieusement, jouer lui fait du bien. Ce doit être lié à l'immédiateté du jeu d'acteur. On ne peut pas se permettre de réfléchir à un million d'autres choses. Il faut penser à ce qu'on est en train de faire. Jouer me force, en quelque sorte, à être tel un maître zen. Que se passe-t-il là en cet instant? Mais je le répète, la limite est ténue entre s'envoler et s'étouffer, entre être un héros et être un lâche. Je ne sais pas comment j'en suis venue à citer autant d'exemples sportifs, mais en voici un autre. L'entraîneur de Mike Tyson a un jour déclaré aux journalistes: le héros et le lâche ressentent tous les deux la même chose, mais le héros utilise sa peur, alors que le lâche s'enfuit. Dans les deux cas, c'est de la peur, mais c'est ce qu'on en fait qui compte. Oui, c'est ce qu'on en fait, et peut-être aussi le fait de la considérer, ou non, comme belle. Quand je fais quelque chose qui me fait vraiment peur, je laisse l'anxiété se manifester. Cela ne m'a pas empêché de m'en sortir aux examens de maths, au permis de conduire, et dans mon métier à la télévision. Je la laisse s'exprimer, ce qui peut paraître irresponsable. Mais j'ai compris que c'est quand on cherchait à brider la puissance de son élan que survenait la panique ou l'inhibition, par exemple. Laisser l'anxiété se manifester permet de l'atténuer, voire de la rendre belle et excitante aussi. Point 71. Bien sûr, quand nous sommes anxieux, on nous dit surtout de nous calmer, de baisser le volume et de nous détendre. Ne trouvez-vous pas, comme moi, que c'est le pire conseil qu'on puisse donner? J'ai fait tourner ceci sur Instagram. Jamais dans l'histoire de la détente, on n'a calmé quelqu'un en lui demandant de se calmer. Toujours est-il que dans l'étude de l'université de Harvard, les chercheurs ont conclu que cela exigeait moins d'efforts à la plupart des gens de passer d'un état d'anxiété à un état d'excitation que de passer de l'anxiété au calme. En d'autres termes, quand on est pris par l'anxiété, il est plus facile de se convaincre qu'on est excité que de s'obliger à se calmer. Pourtant, curieusement, cette réévaluation cognitive ne fait diminuer ni l'anxiété des personnes concernées, ni leur rythme cardiaque. C'est parce que l'anxiété sous-jacente demeure la même. On l'a simplement rebaptisée excitation. Point 72. Pour conclure, accordons-nous le plaisir d'une liste de raisons pour lesquelles une personne qui souffre d'anxiété n'est pas de si mauvaise compagnie. Notre anxiété comporte effectivement de grands avantages pour notre entourage. Une fois encore, n'hésitez pas à laisser traîner le livre ouvert à cette page. Ou postez-le sur Instagram. Hashtag soit dit en passant. Avec subtilité et humilité, bien entendu. Vous prévoyez un pique-nique? Embarquez un copain anxieux, il saura tout des solutions de repli en cas d'intempérie et la meilleure façon de répartir la préparation du pique-nique. Jérôme Kagan, qui a passé 60 années à étudier l'anxiété, dit que les inquiets sont probablement les travailleurs les plus consciencieux et les amis les plus attentifs. C'est bon de se l'entendre dire, non? Vous prévoyez un dîner, des vacances, une balade au parc, n'importe quel événement dans les 365 prochains jours, l'ami anxieux
pourra charger son téléphone, il se sera souvenu qu'Olivier était allergique au gluten, aura tenu compte du dîner chez votre mère le mois prochain et de votre rendez-vous chez le thérapeute de couple à 17 heures. Il sait repérer les têtes de nœuds. Son détecteur de menaces supersensibles le rend très sélectif en matière de fréquentation. Si vous êtes l'un de ses amis, vous pouvez avoir l'esprit tranquille. Vous n'êtes pas une tête de nœud. Si vous êtes sur le point de vous faire agresser dans une ruelle, ne vous séparez pas de votre ami anxieux. Il aura étudié au préalable tous les chemins de fuite possibles dès son arrivée. Il entendra et ira fermer le robinet qui goutte avant que vous l'entendiez et ayez à vous lever pour le faire. Il réservera à coup sûr pour vous et pour lui les 2 chambres les plus tranquilles de l'hôtel. Il est courageux. Quand il est actif, c'est un bosseur. Quand les choses se corsent, il se montre à la hauteur. Comme je l'ai dit précédemment, les menaces de la vraie vie sont de la rigolade. De même, il a des tonnes de bons conseils à vous donner quand vous traversez une passe difficile, un véritable oracle. Il prend les choses à cœur. Tout.